Bonjour. Bonjour à chacune, à chacun. Je ne sais pas si vous avez entendu, le temps que vous vous installiez, il y avait des sons d'oiseaux, de murmures de ruisseaux. Eh bien, cela stimule notre système parasympathique, ça ralentit notre cœur, ça apaise les hormones du stress et la pression artérielle. Donc, normalement, on devrait être bien, là, pour cette session. Merci à vous, ici, d'être venus présents pour cette table ronde sur ce magnifique sujet du régénératif. Sujet passionnant, inspirant, particulièrement éclairant dans le contexte actuel, contexte où des avancées réglementaires de ces dernières années prennent du recul récemment, sans parler du contexte politique. Et donc raison de plus pour agir vers une transformation en profondeur de notre système. Alors ici, pendant cette table ronde, on va parler d'aller vers une économie régénérative, d'entreprises à visée régénérative. Et on va voir ce que recouvre ce principe. On va voir comment percevoir le concret dans cette approche. On va voir quelles sont les applications dans les organisations pour éviter une récupération, pour éviter une dénaturation de l'esprit du régénératif, on dirait du greenwashing, pour bien percevoir le sens véritable de ce qu'est le régénératif. Cette session va être partagée en 2 temps. On va d'abord avoir une table ronde avec ici nos intervenantes que je vais vous présenter pendant 1 heure. Et puis ensuite, on aura une surprise pendant la dernière partie. Alors merci à nos 3 intervenants et intervenantes d'être présents ici, de nous offrir leur temps et leur perspective, de nous partager cela. Je suis ravie de vous présenter Isabelle Delannoy. Isabelle, tu as écrit le film « Home » dès 2019, le film de Yann Arthus Bertrand, entre autres, et également tu as écrit « L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société » en 2017. Et tu es cofondatrice de l'entreprise Symbiotique et autrice de plusieurs ouvrages. J'ai une première question rapide pour toi, Isabelle, avant de démarrer. Je voudrais te demander en une phrase, où aimes-tu te ressourcer, ou quel est l'élément du vivant qui te régénère le plus? C'est celui du milieu. Celui du milieu. J'aime me ressourcer sur les berges. Sur les berges. Mais je pense que oui, oui, c'est cet interstice en fait entre l'eau et la terre où on est finalement bien assis sur le sol et on peut voir l'eau et qui me ressource le plus. Et en effet, quand on dit qu'on est berge, c'est pas tout à fait anodin finalement dans cette transformation du monde. On est un peu aux marges, on est un peu berge, un peu barge parfois. Quand on propose ce qu'on propose, on nous regarde toujours avec des yeux ronds et vous voyez, les berges font partie des milieux les plus fertiles de la biosphère. Donc, voilà. Ouais. Beaucoup de symbolique dans ce mot berge. Merci Isabelle. Ensuite, on a Fabrice Bonifay. Fabrice, tu es président du C3D, le Collège des directeurs développement durable, entre autres, et tu es co-auteur du livre « L'entreprise contributive », qui a été publié en 2022. Même question pour toi, Fabrice. Où est-ce que tu aimes te ressourcer ou quel est l'élément du vivant qui te régénère le plus? Moi, ce n'est pas les berges, c'est la montagne. Et j'aime bien marcher sur des crêtes pour voir le vide de chaque côté, mais avoir quand même une perspective devant. Mais on se régénère surtout avec des gens qui essayent de trouver des façons de faire mieux. C'est ça qui nous régénère aussi, qui nous permet de rester, vigilants sur les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, et puis conscients aussi de ce qui reste à faire pour agir, et du temps qui nous reste pour le faire. Donc oui, on a vraiment besoin, je pense, de se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire au vivant, pour bien comprendre sa fragilité, et bien comprendre qu'on a un rôle à jouer tous pour essayer de le préserver, vu le temps que ça va prendre pour le faire. Mais on va en parler tout de suite. Donc la crête et les collectifs, les liens.
Merci. Et Valérie Brunel, toi tu es intervenante en transformation organisationnelle et chercheuse indépendante en sciences humaines. Tu as fondé le cabinet Kéros Accompagnement et Recherche. Tu as co-conçu la fresque systémique. Et tu as aussi un écodomaine forestier. Même question pour toi en une phrase, Valérie. Où aimes-tu te ressourcer ou quel est l'élément du vivant qui te régénère le plus ? Alors moi, les endroits que je trouve les plus régénératifs, c'est lorsque l'humain a construit son habitat avec des éléments du vivant. Je trouve que c'est juste et c'est ce qui m'inspire le plus. Merci. Et je suis ravie d'animer cette table ronde. Pour ma part, je contribue sur le sujet du régénératif, notamment à la Convention des entreprises pour le climat et aussi au GIECO, le groupe international d'experts sur les changements de comportement. Et tiens, un élément du vivant que je vais aussi jouer, qui me régénère le plus, qui en tout cas est présent aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et je sais que j'ai souvent en tête la lune qui nous rappelle les cycles. Et grâce à la lune, quand même, à ce satellite qui est capable de soulever les mers, l'océan, qui est présent, qui a un impact. C'est l'élément auquel je me connecte souvent. Bien, et alors, juste avant de démarrer, vous avez hâte de les entendre, eh bien, je vais d'abord vous donner la parole à vous, et pour une fois. Je vous propose, à vous, dans le public, de prendre quelques secondes pour réfléchir à, même chose, une de ces deux questions. Qu'est-ce qui vous ressource le plus ? Et puis l'autre question, peut-être, qu'est-ce que pour vous, déjà, le régénératif ? Vous avez peut-être déjà des mots-clés qui vous viennent, des connaissances, des images ou des questions. Je voudrais que vous preniez quelques secondes pour vous poser là, avant d'entendre tous ces échanges nourrissants, pour vous, avec cette question. L'intention dans cette session, c'est que vous soyez aussi participatif, pas seulement spectateur de ces intervenants passionnants. Et donc, je vous propose maintenant un très rapide exercice qui va être de vous tourner vers votre voisin de gauche. Alors, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez vous tourner vers votre voisin de derrière, et pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez vous mettre à 3. Donc, mettez-vous par 2 ou par 3. Ça va partir en cacophonie. Je vous propose de prendre 1 minute et vous allez pouvoir rencontrer la personne à côté de vous et échanger sur ça, sur pour vous ce que c'est que le régénératif ou qu'est-ce qui vous régénère le plus. Et on va se donner 1 minute et vous allez échanger avec votre voisin. C'est parti pour la cacophonie. Wow, le niveau sonore. Ah.
Bien, merci à vous. Et là, je me demande comment je vais réussir à vous arrêter. C'est magique. C'est magique. Pour ceux qui arrivent dans la salle à ce moment-là, ils se demandent ce qui se passe. Alors, eh ben merci d'avoir joué le jeu. Merci. Là, voilà, on a déjà créé un lien. Vous êtes 300 dans la salle. Voilà, on a créé un lien avec son voisin qu'on ne connaissait pas forcément, avec ce visage qu'on découvre. Merci. Eh bien, on va démarrer. Je vais démarrer avec toi, Isabelle, parce que tu as créé donc l'entreprise Symbiotique. Tu nous diras peut-être s'il y a une nuance dans les termes. Et notamment, tu as publié un référentiel dont on va parler juste après, mais au préalable, je voudrais te demander de nous poser les bases de ce qu'est l'économie régénérative, parce que c'est notamment à la fois de réduire les impacts environnementaux, chercher des impacts positifs, et du coup on peut s'interroger en quoi ça va au-delà du développement durable, qu'on connaît déjà depuis des décennies, et au-delà de ce qui est de la préservation et de la restauration, quoi. Je pense que ce qui est important, c'est déjà de dire que l'économie régénérative, c'est un mouvement qui est mondial. Et qui a 50 ans déjà, on a les premiers qui ont commencé à parler de régénération dans des activités productives, économiques, c'est aux États-Unis notamment, Alan Savory, et c'était dès les années 70. Et dans les années 90-2000, on a commencé à avoir les premières définitions du régénératif sans aller jusqu'à l'économie. Et en fait, il y a une autre expression qui est de Janine Benyus que j'aime beaucoup, qui dit « la vie crée les conditions de la vie ». Eh bien, l'économie régénérative, elle, c'est des moyens de production, des modèles économiques, des modèles productifs, des modèles sociaux qui vont créer les conditions de leur production et qui vont permettre parce qu'ils produisent, de régénérer la biosphère, parce qu'ils produisent, de pouvoir permettre de renouveler de façon continue et en préservant leurs matériaux pour les réutiliser le plus possible et créer de nouvelles ressources. Parce qu'ils produisent, ils vont permettre d'augmenter les capacités, les capacités des individus, les capacités du vivant. Il y a aussi une autre définition, je vous parlerai de celle qui a été de l'ASPEC, le premier guide aujourd'hui normatif, de nature normative, qui est publié sur l'économie régénérative. J'aime beaucoup aussi ce que disent les Américains, qui disent, en fait, c'est de préserver le potentiel. Quand vous agissez pour préserver le potentiel d'un sol, le potentiel d'un écosystème, le potentiel de la matière d'un objet, le potentiel d'un individu, vous lui permettez en fait de se renouveler et de créer du nouveau, de créer même de nouvelles ressources. Et au fond, s'il y avait une définition simple du régénératif, ce serait celle-là. Et autre chose, elle est complètement opposée à un modèle extractif. C'est-à-dire que c'est sûr, moi, sincèrement, c'est mon point de vue à moi, quand on dit une croissance infinie est impossible, dans un monde fini, une croissance infinie est impossible, ceux qui y croient, c'est des économistes ou des fous. Moi, je dis c'est pas des biologistes, en tout cas, parce que la vie n'a cessé de croître depuis des milliards d'années. Et par contre, dans un monde fini, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de durabilité sans régénération des ressources. Ça, c'est sûr. Voilà, donc voilà, pour moi c'est ça c'est une autre approche c'est une nouvelle approche, je pense, du développement durable. Ça ne s'oppose pas au développement durable, ça s'oppose au schéma traditionnel qu'on avait au développement du développement durable. Merci. Merci. Et peut-être que Valérie, tu veux compléter sur ça, parce que toi, tu as publié un rapport assez complet pour BPI France Le Lab, intitulé « Entreprises et systèmes vivants, appréhender les approches régénératives ». Toi, tu parles de inverser le système des règles du jeu. Et en quoi, pour toi, là, avec le régénératif, c'est un vrai changement de paradigme ?
Oui, alors effectivement, je parle d'inversion des règles du jeu, et pour expliquer cette notion, je vais vous demander de chausser vos lunettes de sociologue pour décoder les règles du jeu implicites de notre modèle. Donc un modèle socio-économique, c'est un système qui fonctionne sur base de règles du jeu. Et ces règles du jeu, c'est les réponses qu'on a apportées à 3 questions qui sont comment on va répondre à nos besoins, donc comment on va produire et consommer, quelle qualité, quel comportement on voudrait que les gens aient pour rentrer dans ce système, comment on va s'organiser pour qu'ils développent ces qualités, et comment on va mesurer la valeur des choses, comment on va échanger, sur base de quelles règles du jeu on va échanger des biens et des services. Donc les règles de l'échange. Il y a un modèle économique qui est devenu dominant sur la planète, au-delà des différences de systèmes politiques. Ces règles du jeu ont apporté de la prospérité, en tout cas pour certains. Mais il a aussi provoqué une 6e extinction de masse, des fonctions systémiques qui sont en train de s'effondrer, alors qu'elles maintiennent la vie sur Terre et qu'elles régulent les équilibres du système Terre. Un système Terre qui franchit des points de bascule et qui pourrait passer dans un autre état, qui serait moins favorable à la vie sur Terre. Et en cause, ce sont les réponses qu'on a apportées à ces 3 questions clés, donc les règles du jeu qu'on s'est données. Le problème, c'est que ces règles, c'est un petit peu comme la petite icône sur laquelle vous cliquez sur votre ordinateur quand vous voulez enregistrer votre fichier. Vous savez ce qu'il y a sur cette icône ? Une disquette. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas vu de disquette. C'est complètement obsolète. Mais on ne fait pas attention, on continue à cliquer sur la disquette. Et bien là, c'est pareil. On a des modèles mentaux embarqués dans la règle du jeu. Je clique et je ne vois pas que c'est obsolète. Alors on remet bien nos lunettes de sociologue et on va aller regarder les règles du jeu obsolètes. Les petites disquettes qu'on ne voit plus. Donc Isabelle nous disait, première question, comment on répond à nos besoins ? La réponse qu'on apporte, c'est le plus efficace, le plus productif, le plus performant, c'est de produire de manière industrielle. Eh oui, y compris, voire surtout pour nos besoins de base, comme se nourrir. Donc on a des systèmes productifs qui vont utiliser une abondance d'énergie et de matière, qui les font rentrer dans un processus qui est linéaire, extraire, produire, distribuer, utiliser, ou d'ailleurs pas utiliser, et jeter, avec des déchets et des pollutions à chaque étage. Donc, on transforme le système Terre en déchets, en pollution. Alors, sans nous en rendre compte, pour construire ce système, on a chaussé d'autres lunettes, les lunettes d'ingénieur, des lunettes analytiques. Alors, je vais vous demander de les enlever et de mettre vos lunettes systémiques, avec lesquelles vous voyez les systèmes vivants. Et donc, avec ces nouvelles lunettes, qu'est-ce que vous voyez ? Des systèmes écologiques. Ils captent tout seuls l'énergie du soleil. Ils fabriquent des aliments, ils fabriquent plein de matières, contiennent plein de procédés très malins. Ils ne créent aucune pollution. Et en plus, ils assurent gratuitement des dizaines de fonctions au service de la vie. Ils purifient l'air, ils filtrent l'eau, ils régulent le climat, ils régulent tous les équilibres de la Terre. Bon, peut-être que c'est eux les plus efficients. Donc, dans l'économie régénérative, il y a un changement de la première règle du jeu. Quelle est la meilleure manière de répondre à nos besoins ? Si on change cette règle-là, il va falloir aussi changer la réponse à la question 2. Quelle qualité il faut pour rentrer dans un système comme ça ? On ne peut plus être dans une posture de maîtrise du processus. On va devoir apprendre à coévoluer avec des systèmes vivants parce qu'ils fluctuent. Donc la bonne organisation, c'est plus la pyramide. La pyramide, c'était une bonne solution pour contrôler des procédés et des gens. Alors, 3e question, comment on mesure la valeur des choses ? Évidemment, la règle du jeu qu'on s'est donnée de manière très simplifiée, c'est la Terre est un réservoir de ressources immense, gratuit. Donc ce qui va être rare et important, c'est le capital financier. Donc on va compter que lui. C'est lui qu'il faut faire fructifier, c'est lui qui donne le pouvoir. Ok, mais si maintenant on se dit que ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment rare, c'est pas ça, c'est les systèmes vivants, c'est la prospérité des personnes, des sociétés, des systèmes écologiques, il va falloir qu'on change de manière d'apprécier la valeur,
qu'on change de comptabilité, qu'on change d'indicateur clé, qu'on change de manière de construire des prix. Alors, on pourrait questionner aussi le support de l'échange. On a une règle qui dit « la monnaie est permanente, elle est adossée à une dette, il faut la rembourser avec des intérêts ». La vision du monde qu'il y a derrière, c'est qu'on veut une croissance permanente des activités humaines et on veut accumuler. Si on veut promouvoir des activités régénératives où les flux de valeur ne s'accumulent pas, mais circulent entre les systèmes humains, écologiques, techniques, il va falloir changer de règle du jeu. Donc, en réponse à ta question, Amélie, pardon d'être un peu longue, pour construire un système régénératif du vivant, il va falloir réouvrir nos règles du jeu et se dire « celle-là, on l'avait construite il y a bien longtemps, dans un contexte très différent, où on cherchait à résoudre d'autres problèmes, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, mais elles nous aident plus du tout, c'est comme la disquette. » Bon, alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre qu'on ait changé toutes les règles du jeu, c'est-à-dire que tous ceux qui bénéficient de ces règles du jeu-là et qui donc ont le pouvoir soient d'accord pour tout changer, parce qu'on se sera effondré avant. Donc l'objectif, c'est d'expérimenter des manières régénératives, de répondre à ces 3 questions, de faire la preuve que ça nous amène beaucoup plus de bénéfices à tout point de vue. Et ça sont les démonstrateurs régénératifs ou symbiotiques sur lesquels travaille notamment Isabelle. Très bien, merci Valérie, tu me fais la transition pour Isabelle, c'est parfait. Isabelle, tu as mentionné tout à l'heure le référentiel AFNOR, donc tu as publié la SPEC sur l'économie régénérative là récemment en octobre dernier, qui permet de donner une trajectoire, parce que c'est vraiment ça, c'est un chemin d'aller vers le régénératif. Il y a peu d'entreprises là qui y sont vraiment, et aussi qui donne une ambition pour préserver l'esprit de ce qui est vraiment le régénératif, ces principes qui peuvent être galvaudés en ce moment. Et donc, comment pour toi, à travers les travaux que tu as fait en collectif dans ce référentiel, les organisations peuvent se mettre en chemin sur cette voie du régénératif? Est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous partager là-dessus? D'abord, c'est un travail collectif. Nous, on a piloté ce travail, en fait, pour pouvoir, entre des gens très différents, mais qui étaient tous très volontaires soit parce qu'ils avaient déjà mis en place des systèmes régénératifs, soit parce qu'ils souhaitaient les mettre en place dans leur organisation. Et on a pu réunir comme ça des petites entreprises, des grandes entreprises. Donc, pour vous donner des exemples, il y avait Pierre et Vacances, il y avait AXA Climate, il y avait Haute-Savoie Habitat, il y avait H2X Écosystème, Phytobocase, des associations comme Pour une agriculture du vivant, le C3D, des certificateurs comme EcoAct, il y avait OMI, des académiques, il y avait Fashion Revolution France aussi, l'hydrologie régénérative. Et donc, ça a été de faire ce groupe de travail pour se dire c'est quoi en fait, comment à partir de la littérature mondiale sur le régénératif, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif pour que ce soit traduisible dans nos organisations. Donc c'est un peu difficile d'intervenir après la démonstration brillante de Valérie, franchement, bravo. Et en fait, ce qui a été dit, c'est qu'on ne peut pas régénérer qu'un domaine. La régénération, c'est une activité économique qui cherche sa rentabilité, qui cherche la création de valeur. Et sinon, on ne pourra jamais remplacer l'autre économie si, en fait, les systèmes ne doivent pas être rentables. Par contre, en effet, c'est une rentabilité dans un autre paradigme, où on va chercher à nourrir son milieu écologique, social, économique, en créant la valeur, on va créer une valeur étendue, écologique, économique, sociale, pour son milieu, et qui va nous permettre, en retour, de favoriser notre création de valeur. C'est en ça que c'est régénératif. Donc ça va chercher à soutenir l'intégrité, comme je disais tout à l'heure, des systèmes vivants, humains et non humains,
qui vont chercher à améliorer la vitalité des écosystèmes écologiques, sociaux avec lesquels ils co-construisent et avec lesquels ils co-évoluent. Comme disait Valérie, on n'est plus dans une économie de la pyramide, on est dans une économie du réseau, du tissu, où on expérimente ensemble et où finalement, puisque j'ai un effet positif sur toi, on va peut-être créer des ressources ensemble et on va peut-être les valoriser ensemble ou séparément de façon différente. Mais donc on coévolue ensemble en fait. C'est une économie qui crée un réseau très dense de liens entre les parties prenantes et qui vont échanger des flux de matière, d'énergie, de connaissances, des flux financiers, des flux d'entraide aussi, et qui vont permettre en fait à l'écosystème d'être plus résilient. On ferait l'expérience par exemple. Imaginez là maintenant qu'arrive une énorme vague sur vous. Cette vague, ça peut être un ouragan, ça peut être des inondations, ça peut être un problème géopolitique, une grande crise de l'inflation, de l'énergie par exemple. Ça peut être une vague de raréfaction de votre première matière première. Si cette vague arrive sur vous, est-ce que vous êtes plus résilient quand vous tenez la main à vos voisins et que vous êtes en écosystème relié, ou lorsque vous êtes tout seul sur votre rocher? En fait, lorsque vous êtes relié à vos parties prenantes, que vous densifiez ces liens, vous améliorez votre robustesse, votre résilience aussi. Et parce que vous pouvez échanger de plus en plus d'infos, réorganiser vos systèmes vers cette régénération des ressources de chacun, en fait, vous allez avoir des phénomènes assez étonnants, du genre une indépendance croissante à l'inflation. Parce que je vous donne un exemple. Par exemple, je vais prendre mon téléphone. Je ne l'ai pas là. Je prends mon ordinateur, c'est pareil. Mon ordinateur, je ne le possède pas. Il est composé de composants modulaires, interopérables, qui peuvent s'assembler, se désassembler, et qui vont retourner au fabricant, qui va pouvoir les réutiliser dans des nouvelles machines. Eh bien, même si le cours des matières premières et le cours de certains composants, ou l'accès à certains composants, se raréfie, il va avoir une résilience parce qu'il a créé un écosystème avec ses usagers. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, auquel on a rajouté d'ailleurs l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Christophe Sampels, qui est là, connaît très bien ces modèles économiques, et qui vont vous rendre plus résilients. Lorsque vous passez, par exemple, je travaillais avec des acteurs en Colombie, il faut savoir que la Colombie est concernée, 60% du territoire colombien est aujourd'hui concerné par des permis d'extraction pour notre voiture électrique, d'accord ? Parce qu'on cherche à augmenter les batteries électriques, etc. On a des problèmes de cuivre, on a des problèmes de métaux rares. Et donc 60% du territoire colombien est aujourd'hui concerné par des permis d'extraction. C'est le pays où il y a le plus d'oiseaux au monde. Eh bien, et un bassin versant, le sud-ouest, qui est la région du café, a réussi à obtenir un moratoire sur ces permis d'extraction en proposant un programme régénératif, économique régénératif pour tout son territoire, et notamment basé sur le café. Lorsque vous passez des exploitations, des petites fermes de café dans une agriculture régénérative, permaculture, agroécologie, agroforesterie, eh bien vous allez avoir pas seulement du café, vous allez aussi avoir des cultures vivrières et des cultures qui peuvent alimenter les marchés locaux. Eh bien, dans ce cas, ce qui est votre source de revenus ne va pas être seulement le café que vous allez vendre dans le monde entier, et donc les gens qui vont venir chercher votre café, assurer la récolte,
la distribution en fait de votre production, vous allez avoir aussi des choses beaucoup plus périssables que le café, des choses que vous allez pouvoir valoriser qu'aux marchés locaux ou aux restaurants locaux. Et donc vous allez devoir diversifier votre système de production. Vous allez devoir tisser des liens sur votre territoire. Et donc à chaque fois, quand vous abordez comme ça ces systèmes régénératifs qui vous rendent plus résilients, plus robustes et qui densifient les liens, vous allez en fait à chaque fois avoir des liens internationaux, mais densifier vos liens territoriaux. Et dans l'AFNORSPEC, c'est vraiment toutes ces pratiques économiques, productives, sociales, régénératives qu'on expose dans tous que les acteurs ont défini dans tous les points très importants stratégiques d'une entreprise. Comment je vais aménager mes sites, comment je vais créer mon système de production, sur quel modèle économique, quel modèle de développement je vais pouvoir m'appuyer, quelle va être la relation avec mes parties prenantes, quelles vont être mes règles de gouvernance, quelles vont être mes règles de partage de la valeur, quels vont être mes partenariats financiers. Et pour chacun de ces points, en fait, elle propose d'abord des spécifications pour aider à devenir régénératif, des points de levier, des freins, des points de blocage, des points d'appui, et puis des manières de se situer. Finalement, est-ce que là-dessus, je suis dans le business as usual ou est-ce que je suis dans la réparation? C'est-à-dire que je dois assurer quand même des flux financiers dans mon modèle actuel pour pouvoir restaurer ailleurs, donc je ne change pas vraiment de modèle économique, même si on en a besoin aujourd'hui, mais je ne change pas mes modèles économiques. Est-ce que je cherche juste à préserver les ressources? Ou est-ce que je vais coévoluer avec mon environnement et l'aider et évoluer avec lui, la régénération? Eh bien, avec l'ASPEC, le groupe de travail a défini comme ça des principes pour se situer, pour voir où on en est. Et puis parfois on régénère le social, mais pas l'écologique. Parfois c'est l'inverse. Et donc il y a ces différentes dimensions, avec des critères aussi pour pouvoir en fait se donner une orientation. Elle est très généraliste. Il y a par contre des exemples dans tous les domaines et elle commence déjà à être déclinée dans certaines normes sur des secteurs particuliers. Et grâce au Régène Écosystème, elle est en accès libre. Donc, moi, je vous propose, s'il y a un premier passage à l'acte que vous pouvez faire facilement, c'est d'aller télécharger la SPEC pour voir ce que ce groupe de travail a fait. Pardon d'avoir été longue. Merci Isabelle pour cette dimension de territoire, coopération. Peut-être tu nous diras un mot, Fabrice, sur le Régène Écosystème qui est mentionné là. Et justement, pour continuer là-dessus de ce que vient de dire Isabelle, Fabrice, donc toi, tu es très engagé dans tes prises de parole. En tant que président du C3D, ma question, c'est est-ce que tu vois, toi, un engouement pour le régénératif de la part des entreprises, une sincérité de la part des entreprises à l'heure où un backlash écologique et des avancées réglementaires européennes qui prennent du recul, surtout que quand on est sur la voie du régénératif, c'est intégrer la pensée du temps long dans une société du court terme, c'est des questions de renoncement à des activités, des produits, à des manières d'opérer, c'est repenser la création de valeur, cette croissance volumique. Et tout ça, c'est pas rien comme changement à opérer pour les entreprises. Je vois rien venir. Ah. Non, mais rien du tout. Et c'est bien le problème d'ailleurs, parce qu'en fait, au C3D, depuis des années, on accompagne nos entreprises dans leur démarche de développement durable, mais on s'est trompé, on s'est fourvoyé, on a globalement échoué, parce qu'en fait, il n'y a rien de durable aujourd'hui dans ce que produisent globalement les entreprises du monde entier, vu qu'on est resté, comme ça a été très bien expliqué, sur des approches purement linéaires. On a juste cherché à faire ce qu'on avait toujours fait, c'est-à-dire une optimisation de ce qu'on faisait déjà avant. Voilà, dans une pure approche d'ingénieur. On essaye d'être plus efficace dans la consommation de ressources, dans la consommation d'énergie, parce que ces ressources et cette énergie, même si elles sont gratuites,
les coûts de transformation, les machines qui permettent de les utiliser, ça a quand même un petit coût. Donc les entreprises ont tout intérêt à utiliser moins de ressources, moins d'énergie, mais pas dans une logique du tout de régénérer quoi que ce soit. Parce que là aussi, comme ça a été expliqué, les règles qui sont aujourd'hui les règles utilisées par les entreprises n'obligent pas de maintenir le capital naturel dans son bon état de fonctionnement, parce qu'il n'y a pas d'obligation légale de le faire, tout simplement. Et il n'y a pas d'obligation légale non plus de mesurer les dégâts collatéraux associés aux activités humaines. À partir du moment où les entreprises respectent le droit environnemental des pays, les entreprises considèrent qu'elles ont fait le job. Alors qu'on sait que le droit environnemental n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il devrait être si on intégrait la préservation de la vie. C'est du droit qui était défini tout simplement par des conventions humaines dans l'intérêt de protéger essentiellement ceux qui utilisent en fait ces ressources. Alors, à partir de là, au conseil d'administration du C3D, on s'est dit il y a quelque temps, bon ben voilà, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu, donc il va falloir qu'on change de braquet, surtout qu'on arrive à un momentum où, tant que ça ne se voyait pas trop, nos façons de produire, s'il n'y avait pas de stigmates de nos modes de production complètement orthogonales par rapport à ce qu'ils devraient être, on ne sentait pas encore trop les dérèglements climatiques avérés. Et donc on avait encore cette illusion de cette capacité à la planète de digérer en fait tous nos excès. Mais là, on arrive maintenant à la fin de l'histoire, c'est-à-dire que la planète est en train de nous dire non, ça c'est plus possible que vous puissiez continuer comme ça, donc par ce qu'on appelle les dérèglements climatiques, et puis par le fait que les sols sont de moins en moins fertiles, que la pollution chimique est absolument partout, le climat se dérègle d'une façon extraordinaire, les maladies chroniques explosent. Pour l'instant, ça n'a pas suffi. Tous ces signaux forts n'ont pas suffi à faire prendre conscience au système, parce que ce qu'il faut changer, ce n'est pas le climat, c'est le système, pour qu'il se réveille. Et nous, on s'est dit, en tant que professionnels de l'RSE, il faut qu'on change notre façon de parler à nos dirigeants, et surtout aux actionnaires, aux clients, et puis à nos collaborateurs, pour faire émerger un nouveau modèle de développement, comme ça a été expliqué par Isabelle et Valérie, c'est-à-dire un modèle de développement basé sur la prise en compte du vivant dans les modèles économiques. Alors ça, c'est tout à fait récent, parce que nous-mêmes, on n'avait pas compris ça, parce que, hélas, il n'y a aucune école d'ingénieurs, et encore moins d'école de commerce, qui explique ce mode de fonctionnement. Ça n'existe pas. On apprend le développement durable dans une approche d'optimisation, mais pas dans une approche de régénération. Tous les cursus scolaires ne sont pas du tout adaptés à cet enseignement, et c'est d'ailleurs un drame. D'où certains cursus spécialisés, j'en profite pour oui, mais enfin, c'est tellement anecdotique. On a Lumia qui est présent ici dans la salle, Lumia, et j'en profite. Lumia, c'est notre phare dans la nuit. Mais c'est que ça, c'est pas suffisant, hein, hélas. On voudrait bien que Lumia, que le programme pédagogique de Lumia soit mainstream dans toutes les écoles d'ingénieurs et dans toutes les écoles de commerce. Peut-être que ça le deviendra un jour, enfin j'espère en tout cas, parce que c'est clairement eux qui ont raison. Hein. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc nous, on s'est dit, au CA du C3D, perdu pour perdu, on va tenter autre chose, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, surtout, comme tu l'as dit dans ta question, il y a un espèce de relent nauséabond de la part de certains dirigeants français, internationaux, qui, sous prétexte de redonner de la liberté, vont nous en enlever beaucoup, hein, avec des faux prétextes, pour prendre l'environnement et le social comme bouc émissaire du business, ce qui est complètement anachronique, alors qu'on doit tout à la nature et on doit tout aux écosystèmes qui nous permettent de vivre. Mais ces gens-là sont tellement ignares de l'essentiel qu'ils considèrent que finalement on va s'en sortir comme on s'en est toujours sorti, ce qui est complètement faux, bien sûr. L'approche techno-solutionniste et l'approche croissantiste est une approche qui n'est pas la bonne solution. Donc on s'oppose, en fait, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a le monde d'aujourd'hui qui s'appuie sur des croyances archaïques de développement qui ne prend pas en compte la finitude du monde, et puis un nouveau mouvement qui est ultra minoritaire aujourd'hui, qui est porté par les gens qui sont dans cette salle, j'imagine, et par quelques scientifiques qui ont compris le fonctionnement du système Terre et qui essayent de maintenant, pour qu'on puisse s'en servir de source d'inspiration pour le monde économique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible aujourd'hui de changer de paradigme.
Et la voie qu'on propose maintenant pour y arriver, c'est pas la voie du top-bottom comme on aurait pu l'espérer à une époque, c'est-à-dire des leaders éclairés qui nous disent voilà, c'est bon, on s'est trompé, on va changer de règle du jeu. Voilà. Donc ça, on n'y croit pas, ça n'arrivera pas, hein, d'hommes ou de femmes providentiels qui vont arriver et qui vont par la régulation ou par quoi que ce soit. Donc ça n'arrivera pas pour 1000 raisons. Donc ça arrivera par les territoires, par les entreprises sur le terrain, à qui on va leur proposer un nouveau modèle. Voilà. Et c'est le travail que fait Isabelle depuis des années, sauf que maintenant, il faut l'accélérer, parce que ce qui nous effraie, nous, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a à faire, non, c'est pas ce qu'il y a à faire, qui est colossal en tant que tel, hein, mais c'est le temps qu'il nous reste pour le faire. Et donc, on a décidé de créer un nouveau mouvement mondial, n'ayons pas peur des mots, où, dans un premier temps, on ne peut pas agir correctement si on n'a pas bien compris. Donc, dans ce mouvement, qui est une association, on va regrouper tous les savoir-faire académiques. Dont tu nous parleras juste après. Dont je parlerai juste après, donc je ne vous en parle pas maintenant. Teaser. Et ce savoir-faire académique, il existe, il est d'une qualité juste extraordinaire. C'est parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement vrai, tout simplement. On va commencer par le faire comprendre et le proposer à toutes les parties prenantes, volontaires, parce qu'on travaille toujours plus facilement avec des volontaires, donc on ne va pas essayer de chercher à convaincre les sceptiques ou les cyniques, parce que c'est du temps perdu. Il ne faut jamais parler aux cons. Hein. Et puis après, on espère que des graines vont germer, et que quand on aura atteint une taille critique de gens conscientisés et d'entreprises conscientisées, eh bien, on pourra peut-être espérer créer une Ola de la vertu et un point de bascule, comme le dit très bien Éric Duverger. Donc on va essayer ça. On n'a pas de certitude que ça fonctionne, mais je vous garantis qu'on va essayer. Merci Fabrice, on a hâte d'en savoir plus tout à l'heure. Et Valérie, je voudrais revenir vers toi, Valérie, puisque tu accompagnes, toi, les transformations en profondeur dans les organisations. Le fait d'intégrer les principes du vivant, de se relier, ça passe par un changement de lunettes, tu nous l'as très bien démontré, et donc, à mon sens, par un changement de posture intérieure aussi. Tu parles aussi de croyances à renverser, puisqu'on marche sur la tête, donc à inverser le système. Et donc, au-delà de ces enjeux d'organisation, de modèle économique, est-ce qu'au fond, on n'est pas là sur un enjeu de facteur humain ? Merci Amélie. Oui, effectivement, changement de croyance, changement de posture. Je reprends ma petite disquette de tout à l'heure avec le programme obsolète. Et si je lis le programme obsolète qui est embarqué là, à notre insu dans cette petite disquette, je trouve quelque chose comme l'homme doit s'extraire des systèmes sociaux et de la dépendance à la nature. Il a vocation à être libre et indépendant. Les êtres vivants s'organisent en pyramide, avec des êtres au sommet et des êtres en bas. Le vivant s'organise en pyramide. L'homme est évidemment au sommet. Bon, je vous laisse positionner la femme. La compétition est la règle principale dans cette pyramide. Notre Terre, on l'a dit plusieurs fois, est immense, presque infinie. C'est un vaste réservoir de ressources, des ressources minérales, végétales, animales et même humaines qu'on peut utiliser à notre service. Et les dégâts qu'on inflige à ces ressources, sont des externalités. C'est extérieur à nous, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc maintenant, on met nos lunettes systémiques, on voit les systèmes vivants, leur fonctionnement, et là, révolution copernicienne. Changement du programme, le monde ne s'organise pas du tout en pyramide hiérarchique, où on serait supérieur ou inférieur à quelqu'un. Il s'organise en réseau d'êtres qui sont singuliers, qui ont des capacités spécifiques, qui ont des besoins spécifiques et complémentaires, et qui vont tisser entre eux des relations mutuellement bénéfiques, des relations de coopération. Et l'humain, il n'est pas du tout libre et indépendant. Au mieux, il pourrait viser des formes d'autonomie dans l'interdépendance, parce qu'il est dans des formes d'interdépendance généralisée, à des tas de systèmes imbriqués.
des systèmes de bactéries, des systèmes psychiques, des systèmes familiaux, organisationnels, sociaux, évidemment des systèmes écologiques qui répondent à tous nos besoins, respirer, boire, manger, et puis le système Terre, qui est un système fini, qui maintient nos conditions de vie grâce à des cycles, grâce à des équilibres qui sont fragiles. Et c'est sa stabilisation depuis 12 siècles qui a permis le passage au néolithique, qui a permis le lent développement des civilisations humaines. Et c'est de cette stabilité dont on est en train de sortir. Donc, d'abord un réencastrement dans ces systèmes. Mais l'approche régénérative, elle dépasse ce réencastrement. Pourquoi ? Parce que l'humain a un grand pouvoir, et donc un grand pouvoir, grande responsabilité. Et l'homme et la femme doivent prendre soin des systèmes vivants. Et donc le fait de soutenir le développement de systèmes régénératifs, écologiques, sains autour de nous, c'est notre seul passeport pour prospérer, pour continuer à avancer sur cette terre qui est profondément déséquilibrée. Merci Valérie. Je vous propose, juste avant un temps de questions-réponses avec vous, de prendre 1 minute avec votre autre voisin de gauche. Ça va être reparti pour le brouhaha. Je voudrais vous demander, et réfléchissez déjà à vos questions et vos remarques à poser à ce panel, qu'est-ce qui vous marque là dans ces propos que vous avez entendus ? Quelles sont les pépites ? Qu'est-ce qui vous marque ? Qu'est-ce que vous retenez particulièrement que vous voudriez là dire à votre voisin ? Et on se donne 1 minute. C'est parti. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci de jouer le jeu. À 300, c'est pas évident, mais ça fonctionne, c'est possible. Tout est possible. Est-ce que vous avez préparé vos questions, vos remarques ? Vous avez tous, a priori, un micro à disposition. Il suffit d'appuyer sur le gros bouton rouge speaker, mais de lever la main à la mort, de lever la main d'abord pour que je vous identifie. Et on va prendre des questions par 2. Donc je vois déjà une personne là-bas, et ensuite on aura une personne là-bas pour démarrer. Merci beaucoup, merci pour vos interventions, Valérie, c'était brillant. Surtout Valérie. Je suis là. Non, mais tout le monde, mais Valérie, c'était brillant. Voilà, je le dis, mais Fabrice aussi, et pas de problème. C'est super intéressant, évidemment, ça donne peut-être un peu d'espoir.
Mais moi, j'ai du mal à en avoir, en fait, parce que ce que je vois, c'est que les riches sont de plus en plus riches et sont de moins en moins nombreux, et que malgré tout, et malgré le pouvoir du vote, nos politiques les suivent. Quand on est aujourd'hui complètement convaincu que ce qu'on met dans nos assiettes est bourré de pesticides et qu'on rétablit une loi qui autorise les pesticides, je me dis qu'on nous prend pour des bouffons et je vois vraiment pas comment on peut s'en sortir. Alors pardon, c'est peut-être pas très réjouissant, mais est-ce que vous avez une réflexion là-dessus et comment vous surpassez éventuellement cette réflexion? Merci beaucoup. Merci. On va prendre la deuxième question au fond là-bas. Merci beaucoup. On ne vous entend pas. Il faut allumer le micro. Ah oui, je pensais avoir appuyé, mais non. Merci pour ces éléments qui éclairent. J'avais juste une question et je ne cherche pas à être polémique. Dans la dernière intervention, Monsieur Bonifay, vous antagonisez un peu ceux qui savent et qui commencent à faire éclore le savoir et que les écoles d'ingénieurs et de commerce n'y sont pas encore. Je ne suis pas sûre que ce soit très régène, parce que du coup, ça antagonise comme tout ce qu'on voit dans la société. Et je crois qu'il y a quand même certaines écoles qui commencent à bouger. Et Christophe pourra peut-être en témoigner de par les échanges qu'il a eus avec HEC il y a déjà peut-être 2 ans. Merci. Première ou deuxième question dans l'ordre que vous voulez. Qui a l'élan, a envie de répondre? Alors moi, je veux bien répondre à la première question. Et je vais faire une réponse de psychosociologue. Donc la question, c'était sur le désespoir. Et je crois que seule l'action nous délivre de la mort. Donc, Jane Act va vous donner des idées d'action. Moi, je peux vous en proposer une aussi. Vous pouvez appeler votre maire dans votre quartier et vous pouvez mettre en place une épicerie associative qui va vous permettre de manger régénératif pour moins cher que l'hypermarché du coin. Vous pouvez mettre en place ça demain. Et c'est le mouvement des EPI, EPI. Voilà. Donc, faites des trucs. Sur la même question ? Moi, je pense que c'est vrai. Je crois que c'est Sénèque qui dit quand tu cesseras d'espérer, je t'apprendrai à vouloir. Et c'est vraiment important parce qu'on espère toujours l'action de quelqu'un qui aurait plus de pouvoir que nous. Or, on est dans un changement systémique et les élites, les politiques, entrepreneuriales, financières, sont ceux qui sont les gagnants du système. Donc, ça va être les derniers à bouger. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est même une sorte de soubresaut, vous voyez, qui peut nous être fatal, hein, et qui peut peut-être gagner, mais de ce système qui est en train ou de mourir, hein, ou qui va tout faire mourir. Voilà. Donc j'espère qu'il va mourir plutôt que de tout faire mourir. Mais il ne faut rien en attendre. Et moi, je crois vraiment qu'il faut cesser d'espérer. Il faut vouloir. Et vouloir, c'est à notre propre périmètre, notre propre mesure. Et finalement, quand on regarde, là, Valérie vient de donner un exemple, eh bien, on a beaucoup, beaucoup de possibilités d'agir. Quand on regarde dans nos quartiers, il y a beaucoup de choses qui se font. Quand on regarde dans nos entreprises, il y a même des syndicats écologiques qui se sont mis en place. On peut agir et il faut agir. Et c'est surtout, en plus, c'est ça qui empêche de déprimer, qui permet de soigner l'angoisse. Sur les écoles, oui. Là, par exemple, moi, je viens d'ouvrir un cours au CNAM et je suis très contente. Néanmoins, non. Non. Non, je veux dire, ça fait longtemps qu'on devrait enseigner la systémique. Moi, quand j'ai des étudiants de centrale, je leur demande la composition de l'atmosphère primitive. Qui connaît la consommation de la composition de l'atmosphère primitive? Hein? Personne. C'était plus de 70% de carbone. Aujourd'hui, on souffre avec 480 ppm. C'est le vivant qui a créé les équilibres planétaires. Les ingénieurs, tout ce qui est autour de nous est fait par des ingénieurs. Je suis ingénieur. Ce micro, cette table, cet ordinateur, ces chaises, ces écrans. Le monde est transformé par les ingénieurs. Ils ne savent pas
rien du fonctionnement du vivant. Si les services rendus par les écosystèmes vivants ont été décrits qu'en 2005, l'IPBES n'a rejoint le GIEC qu'en 2019, alors que c'est le vivant qui est à l'origine des équilibres climatiques, à tel point que 75% des types de solutions proposées de solutions au changement climatique détruisent le vivant. Donc non, on ne peut pas se satisfaire de ça. On peut être content qu'il y ait un ou deux cours qui rentrent, ok, mais c'est juste pas possible. Excusez-moi. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Une question ici. Oui, bonjour. Alors, j'ai apprécié qu'on parle de grandes écoles comme HEC, Centrale et autres. Je pense qu'il faudrait peut-être parler... Je pense qu'il faudrait peut-être parler plutôt de nous, les humains, pas des grandes écoles, pas de tout cela, parce que je pense que si les grandes écoles avaient apporté quelque chose à notre terre, ça se saurait. Je pense que vous avez raison, Fabrice. Pardon, je vais vous appeler Fabrice, mais moi, ça me scandalise, le côté, effectivement, où rien n'est fait derrière. Je suis un peu révolté, un peu... J'adhère à votre discours, même si bon, il y a des choses qu'on pourrait discuter ensemble, mais j'adhère effectivement à ce côté-là où... Est-ce qu'il y a une question ou une remarque? Oui. Ma question va arriver. Excusez-moi, Bill. Ma question va arriver. C'est juste... Alors, je me suis dit que pendant la pandémie, on avait su tous se remettre en cause. Est-ce qu'il y a une question? Et quelle est la solution pour qu'effectivement, on puisse se remettre en cause à ce moment-là? Voilà, merci. Gen Act. On va le voir juste après. Gen Act. Et on va prendre une dernière question là-bas au fond. Très rapide. Bonjour, juste pour savoir comment s'assurer qu'on n'est pas en train de lancer quelque chose bullshit, dans le sens où, alors, il y a la précaution de dire visée régénérative, sans savoir à quel point on vise, mais ça peut toucher. Et si on veut avoir un impact positif, net, pas simplement de préservation sur la nature, il faut quand même avoir que l'activité économique ait un lien avec la nature. Donc selon vous, quel est le pourcentage du PIB ou des entreprises qui réellement, par le fait qu'il a un lien direct avec la nature, peut prétendre avoir une visée régénérative? Or, on va dire, produits de l'agriculture ou qui utilisent des matières premières de manière courante. Alors, vraiment, aujourd'hui, l'économie régénérative est une économie qui permet de répondre à tous les besoins d'une société humaine avancée. Ce qui ne veut pas dire que toutes les activités économiques actuelles du système actuel peuvent être régénératives. L'extraction notamment ne peut pas l'être. Mais oui, donc vous avez des moyens pour régénérer la vie, vous avez des moyens pour préserver la vie, préserver les écosystèmes vivants. C'est pour ça que je faisais le parallèle entre mon ordinateur et la Colombie tout à l'heure. Et puis, vous avez des moyens pour régénérer les écosystèmes sociaux. Le potentiel humain, le lien social. Et la caractéristique, par contre, c'est comme disait Valérie, c'est que c'est une inversion de regard et c'est une inversion de système. C'est des mécanismes qui fonctionnent en écosystème et non pas de façon linéaire. On parle même de réseau de valeurs et plus de chaîne de valeurs. Donc, Lorsque vous mutualisez des voitures, vous laissez de l'espace dans la rue pour pouvoir faire des jardins de pluie et reclimatiser la ville. Et si vous diminuez les polluants émis quelque part, vous pouvez réintroduire des systèmes d'agriculture urbaine qui peuvent eux-mêmes être des forêts gourmandes, des forêts comestibles qui réamènent tous les systèmes, les services écologiques. Et qui eux-mêmes sont la base de fonctions écologiques nécessaires à tout le vivant. Donc, je pense qu'il faut vraiment... Je crois que vous avez dit d'ailleurs nature, excusez-moi, mais on est encore dans le paradigme naturaliste, je crois, quand on dit que, quand on parle de l'économie régénérative, on ne regarde que le vivant. Parce que finalement, si une fourmilière, c'est aussi des techniques, et elle s'inscrit dans la vie. Et nous, on est un être technique et il faut qu'on trouve les moyens
d'avoir une technique qui soit au service de la vie et pas au service de sa destruction. Voilà, c'est... Pardon, j'étais encore un peu longue. Je voudrais juste rajouter, parce que tu as parlé de modèles mentaux, l'idée qu'il puisse y avoir une part du PIB qui n'est pas liée à la nature, pour moi, c'est un programme de la disquette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exister sans la nature, donc directement ou indirectement, 100% du PIB, 100% des humains, 100% de nos sociétés dépendent de la nature. Merci. On aimerait avoir tellement plus de temps. Il y a tellement d'éléments à déployer là qui sont très intéressants. Moi, je retiens que au fond, le principe du régénératif, c'est mettre le vivant au cœur de tout. Vivant humain, non humain. Est-ce qu'on met le vivant au cœur de nos actions, des décisions qu'on prend ? Pour moi, il y a là la question clé à se poser dans ce qu'on fait, dans les organisations dans lesquelles on est, c'est est-ce que la décision ou l'action que je vais faire va dans le sens de la vie et du vivant ? Avec ça, ça nous amène à une posture d'humilité, à changer nos lunettes sur ce système social, économique, à réintégrer les lois du vivant, ces principes d'interdépendance, d'émergence, de diversité. C'est une autre façon d'être au monde. Je voudrais prendre 30 secondes juste pour clôturer, vous dans la salle. On va le faire cette fois-ci en popcorn, en mots-clés. Quels sont les mots-clés que vous retenez, que vous avez envie là d'envoyer, de lancer à la salle ? C'est parti, on y va. J'ai pas entendu. Espoir. Perdu. Action, espoir. Collaboration, disquette. Potentiel. Coopération. Urgence, lunettes. Coévolution. Coévolution. Réseau. Interdépendance, résilience. Écosystème. Accélérer. Bon, il y a du GenAct qui est demandé là, donc je pense qu'on va enchaîner. Il va être temps. Merci beaucoup à vous, participants. On reste pour la suite. Merci à nos 3 intervenants, intervenantes passionnantes. Et alors, c'est quoi cette surprise, Vanessa et Fabrice ? On essaie de tenir le teaser, mais c'est franchement pas facile. Je sais qu'Éric Duverger nous a un petit peu trahi déjà tout à l'heure en parlant, mais un grand merci à tous les 3 pour cette exploration dans le modèle régénératif qui est à la fois je voulais te remercier aussi, Amélie, donc je vais commencer par toi parce que sinon tu te sauves. Alors, je suis impressionnée de prendre la suite parce qu'il y a une telle sérénité dans ta façon d'aborder les choses et les débats que j'ai peur de faire un peu pile électrique à côté. Surtout que je suis présentée comme modératrice, mais on ne modère pas Fabrice Bonifay. Et comme je vais rester tout seul avec lui, je pense qu'on va être sur un là, autre... ça va être le moment où tu énergises la salle, où justement on va redonner espoir. Exactement. Et merci à tous les 3 parce que ce modèle régénératif, c'est tout. C'est à la fois un modèle cognitif, c'est à la fois un modèle scientifique, c'est à la fois un modèle spirituel. Et c'est dingue ce que vous nous avez fait vivre avec beaucoup d'apaisement aussi, de tranquillité, de sérénité. Et on va cohabiter entre action et sérénité parce que c'est l'harmonie qu'on a à trouver derrière ça. Et merci encore pour ça. Et on va se retrouver avec Fabrice après quelques images et vous allez voir pourquoi votre présence à vous toutes et tous aujourd'hui, elle est cruciale.
Bienvenue dans l'univers de l'action GenAct. Je vais laisser très vite la parole à Fabrice Bonifay. Fabrice, nous sommes aujourd'hui, là, tous que nous en sommes, totalement imprégnés, évidemment, du contexte actuel de forte turbulence, de forte remise en question, mais on est tous là aussi dans une mobilisation collective assez inédite, je pense qu'on peut faire ce constat, et que cette mobilisation collective, tu as eu l'idée, toi, Fabrice, avec les membres du conseil d'administration du C3D, d'aller la capter, cette énergie collective, pour donner naissance à une initiative inédite. Ça s'appelle GenAct, et tu nous en parles maintenant. Oui, mais merci. Enfin bon, c'est un long chemin, et puis merci aussi à tous ceux qui m'ont inspiré pour qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est en deux mots, GenAct? C'est une association de gens comme vous, des gens qui travaillent dans les organisations publiques et privées et qui en ont assez d'être des acteurs passifs parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour transformer leur organisation de l'intérieur. Même s'ils sont conscientisés de l'urgence d'agir. Parce qu'en fait, on a tous fait des fresques, on a tous écouté Janco, on a tous écouté des gens qui nous alertaient sur la catastrophe qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Puis après, on se retrouve quand même assez démunis sur « Ok, très bien, mais on fait quoi ?» Alors, à titre individuel, je pense que maintenant, les choses sont quand même assez claires pour resynchroniser nos modes de vie par rapport au bon sens, tout simplement. Par contre, dès lors qu'il faut toucher des organisations complexes, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on se heurte bien sûr au système, on se heurte à des gens qui ont plus de pouvoir que nous, qui sont nos actionnaires ou nos responsables hiérarchiques. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre des gens qui ne veulent pas bouger et qui n'ont pas du tout envie de prendre conscience de l'essentiel, parce qu'ils n'ont même pas conscience de l'essentiel. Donc, mais on pense que ça, c'est pas une fatalité, parce que on est dans un monde dans lequel le rapport de force, hélas, fonctionne. Et on peut facilement dire non à un militant dans une entreprise perdue dans la foule. Par contre, c'est plus compliqué lorsqu'il y a des dizaines de collaborateurs qui disent non, 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 on ne veut plus produire comme ça. On ne veut plus faire ça. Parce que le premier capital d'une entreprise, c'est son capital humain quand même, accessoirement. Et il y a des dizaines de milliers de collaborateurs qui sont dans le désarroi aujourd'hui, qui souffrent d'éco-anxiété et qui sont prêts aujourd'hui bien à devenir des GenActeurs à l'intérieur de l'organisation pour faire des propositions alternatives à leur hiérarchie pour tester autre chose. Alors, c'est ça l'idée de GenAct. Mais avant tout, il faut les outiller. Avant de partir au combat pour la vie, il faut quand même se préparer. Donc, GenAct, c'est une plateforme collaborative. Il sera disponible, bien sûr, sur le web. Et on a des partenaires, on a sélectionné des partenaires qui ont mis au point des outils pédagogiques, des méthodes pour essayer de transformer ces fameux modèles économiques pour progressivement, par itération successive, faire en sorte de faire advenir le régénératif dans nos organisations. Alors on sait très bien qu'on ne va pas y arriver en une itération, ni même probablement deux, que ce sera bancal au début, que ce sera partiel, qu'on n'arrivera pas à aligner toutes les planètes en une seule fois, c'est évident, ça dépend bien sûr d'où on part, mais on se dit que si on s'y met tous, il y a moyen d'aller quand même assez vite, vu l'urgence de la situation. Donc c'est une plateforme qui va être ouverte, qui est ouverte dès aujourd'hui, n'importe qui peut s'inscrire. Et c'est quoi le modèle? Il est extrêmement simple. Bien sûr, il faut qu'on fasse vivre la plateforme, donc on a besoin d'un petit peu de moyens, mais très peu. On va faire ça en mode frugal. Donc les partenaires, ceux qui nous apportent les contenus, nous donnent un petit peu de sous pour qu'on puisse mettre des contenus de qualité gratuits et payants. Et les GenActeurs, moyennant leur cotisation modique, pourront accéder à des contenus payants moins chers que s'ils allaient en direct voir ces mêmes partenaires. Donc c'est un peu comme la carte senior, on la rembourse dès le premier achat. Voilà. Et on se dit pourquoi le faire qu'en France? Donc on va lancer cette plateforme, elle sera disponible partout, dans tous les pays. Et donc je suis content de voir Stéphane Kouebi ici, qui va l'animer au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais je sais qu'il y a Mélina Lompré qui est là-bas et qui va aussi l'animer au niveau du Canada. Et puis on aura aussi en Angleterre, on aura partout des correspondants qui vont animer les communautés de GenActeurs. Et on veut faire grandir le nombre de partenaires à une centaine, peut-être plus, pour qu'on ait un maximum de contenu concret à l'intention des GenActeurs pour qu'ils puissent agir dans leur sphère d'influence en fonction de leur métier. Parce que
Le regen dans les achats, le regen dans les systèmes d'information, le regen dans la production, le regen dans le marketing, ça ne se décline pas de la même manière. Et on va avoir besoin donc de toutes les compétences que vous avez, vous, dans vos organisations, pour imaginer comment le regen doit se décliner, selon que vous êtes comptable ou que vous êtes, je ne sais pas moi, ingénieur de système. Et donc c'est ça, en fait, ce qu'on veut mettre en place. Mais, bien sûr, on garde le fil conducteur du régénératif. Donc on a édicté, et c'est ça qui est le plus important, 10 commandements. 10 commandements qui sont fondateurs de l'esprit regen. Et on dit à tous ceux qui voudront entendre qu'on pourra se considérer comme une entreprise à visée régénérative si et seulement si on arrive à aligner ces 10 planètes. Parce que tant qu'on ne les a pas alignés les 10, on n'est pas véritablement régène. On sera sur 3 cylindres et ça ne fonctionnera pas. Et donc, on va peut-être parler un petit peu de ces commandements. Ça allait être ma question. Tu l'as précédé. Oui. Non, je pense que j'ai été témoin de ton souci constant dans ces 6 mois de travaux pour faire émerger ce mouvement, de tout faire pour éviter cette perception que c'est un énième concept. Voilà. Et que tu as eu cette idée des 10 commandements, non pas pour la métaphore biblique, mais plutôt pour filer la figure de style qui est, il faut le reconnaître, assez efficace, qu'on ne va pas dévoiler aujourd'hui dans son intégralité, mais tu peux en donner l'esprit, Fabrice, puisque si on parle du régénératif comme étant un modèle de transformation, on doit pouvoir être capable de parler de l'entreprise régénérative. Et une entreprise régénérative, concrètement, c'est quoi? Et quel va être le rôle des jeunes acteurs pour porter cette idée et cette transformation? Alors chacun trouvera dans les 10 commandements ceux qui correspondent le plus à leur centre d'intérêt, à leur capacité à les mettre en œuvre, en fait, dans leur organisation, dans leur sphère d'influence. Alors, je vais vous citer quelques mots-clés, vous allez tout de suite comprendre où on va en venir. Si on considère, bien sûr, qu'il y a des limites planétaires, et puis un plancher social aussi qu'il faut prendre en compte, il faut pouvoir que l'entreprise doit pouvoir expliquer les impacts négatifs qu'elle entend réduire, mais surtout les impacts positifs qu'elle entend mettre en place. Alors c'était l'esprit de la CSRD avec la double matérialité, évidemment. Et une entreprise qui n'est pas capable de démontrer des impacts positifs au-delà des impacts positifs économiques, ça ne peut pas être régène. Donc impact positif environnemental, c'est la capacité, bien entendu, à ne plus abîmer les écosystèmes, à ne plus polluer. Et tant qu'on n'est pas capable de démontrer ça, on ne pourra jamais être régène. Deuxième chose, c'est la répartition de la valeur entre les parties prenantes, contractuelles et non contractuelles. Et ça pose la question du statut, en fait, de l'entreprise. Est-ce qu'on reste en SA avec une maximisation des profits pour les actionnaires, ou est-ce qu'on place l'entreprise dans des fondations actionnaires, sociétés à mission, ou entreprises sociales et solidaires, ou sociétés coopératives, qui nous paraissent, en tout cas, des statuts d'entreprise plus compatibles avec le modèle regen. Ensuite, bien sûr, l'utilité sociale des produits et des services proposés par l'entreprise. Moi, je dis souvent, rien n'est moins efficient que de vouloir rendre plus durable un produit qui ne devrait plus exister. Donc, mettre en place un modèle économique pour des baskets qui clignotent dans la nuit, non, ça, ce type de produit, il faut arrêter de le produire, tout simplement. Ça n'a pas de sens. Donc, le problème de l'utilité sociale et du renoncement, parce que dans les entreprises, il y a des choses qu'il faut maintenir, parce que ça correspond à des besoins essentiels. Ça dépend comment on les fait, bien sûr. Mais il va falloir aussi faire preuve de courage pour renoncer. Alors, renoncer, ça ne veut pas dire renoncer à une activité économique, mais peut-être faire autre chose, tout simplement, parce que c'est possible pour des entreprises de mettre le capital humain et le capital savoir des collaborateurs de l'entreprise au service de métiers et de livrables qui ont du sens, tout simplement. Ensuite, les flux financiers. Alors on a été inspiré par Nicolas Chaban, qui vraiment a eu une idée de génie de dire, mais finalement, le patron de n'importe quelle entreprise, ça devrait être celui qui paye quand même, parce que c'est lui qui fait ce sacrifice de donner son argent en contrepartie d'un produit. Et il a quand même le droit, ce consommateur, de savoir où va son argent et de remonter la chaîne par le début, c'est-à-dire par celui qui produit. Et donc on se dit, ça c'est vraiment un super système. Quand je donnerai mon argent, lorsque je sais où va cet argent, exactement, quelle va être la quote-part du producteur,
des matières premières de base, du distributeur, du transformateur, pour que je sache à qui je rémunère, à qui je donne l'argent, à qui je donne en fait mon propre pouvoir d'achat tout simplement. Et ça, ce renversement de tendance, ça nous paraît aussi une bonne idée pour éviter d'acheter des produits dont on sait qu'une grande partie de ce qu'on va donner comme argent va venir rémunérer des actionnaires. Le 6e commandement, c'est la capacité qu'on va avoir, et c'était très bien expliqué par Isabelle et Valérie, c'est que finalement la magie du regen, c'est que 1 + 1, ça peut faire 3. Et c'est un peu l'histoire de l'abeille qui butine la fleur, et le co-bénéfice de ce mécanisme-là, c'est du miel en fait. Donc on voit bien que dans le regen, on arrive, via les collaborations entre les parties prenantes et des parties prenantes très très diverses sur des territoires, à créer plus de valeur, qu'on rentre dans un modèle d'abondance frugale, et c'est ça qui est absolument magique dans cette approche-là. Et c'est pour ça qu'il faut l'enseigner aux entreprises sur une nouvelle façon de gérer les relations clients-fournisseurs, où on est sur des approches « je gagne, tu perds » la plupart du temps, avec une approche où tout le monde va pouvoir gagner. Le 7e commandement, alors là, il nous paraît complètement essentiel, et c'est celui qu'on va pousser le premier dans les mois qui viennent, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la vice-présidente de Genact, c'est Marine Calmet. Marine Calmet, vous la connaissez tous, j'espère, c'est la présidente de Y-Legal, et qui souhaite faire en sorte, et dans la conférence d'ouverture, si vous étiez là ce matin à 9h, ça a été dit par Descola, il faut vraiment qu'on mette des représentants du vivant dans les conseils d'administration. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que ce qui est amusant, je suis bien placé pour vous le dire, c'est quand on demande aux entreprises, mais quels sont en fait vos plus grands enjeux, vos plus grands risques, les plus grands risques physiques notamment. À l'unisson, là, l'exercice CSRD a été extraordinaire pour les grandes entreprises. Elles disent, ah bah oui, le risque climat, c'est vachement important. Hein. Et puis la biodiversité, ah bah oui, c'est vachement important. Puis on met ça dans la matrice, en haut, à droite, comme étant vraiment des enjeux les plus importants. Puis après, quand on regarde la composition du conseil d'administration, il n'y a que des gens qui sont là pour préserver le capital financier et aucun pour préserver le capital naturel. Alors, on se dit, il y a quand même un problème quand même. Vous dites que c'est votre risque le plus important et des gens qui seraient capables de challenger un petit peu votre plan de transition, vous n'en avez pas mis. Comment vous voulez que ça marche? Donc, on va faire une proposition, je vous le dis tout de suite. Comme il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2011 qui a exigé enfin qu'il y ait une parité entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, on s'est dit avec Marine, ce serait peut-être bien qu'on fasse une proposition de loi pour que dès maintenant, les conseils d'administration, on puisse accueillir des représentants du vivant qui pourront exercer leur droit de veto lorsque les plans de transition seront complètement anachroniques par rapport à ce que l'entreprise devrait faire pour se resynchroniser par rapport aux limites planétaires. Donc on va proposer ça. C'est pas mal quand même, non ? Alors, un autre commandement aussi, c'est pas rien, c'est de changer nos systèmes de management. Moi, je suis, et ça a été très bien dit par Valérie, je suis atterré de voir qu'on est encore sur des systèmes de management pyramidaux, management par la défiance, par la crainte, c'est des managements déresponsabilisants, où les gens, on leur dit, ouais, il faut innover, puis dès qu'ils proposent une innovation, on les reprend de voler immédiatement. Et ça, on a tous souffert de ces systèmes de management toxiques qui tuent en fait la capacité des gens à être épanouis tout simplement. Donc moi je pense qu'il faut qu'on écoute plus. Alors, est-ce que vous avez entendu peut-être parler d'un gars qui s'appelle Frédéric Laloux? Oui, Reinventing Organization. Lisez ce livre, hein, franchement, c'est quand même trop bien. Hein. Donc l'entreprise Opal, donc de faire émerger le leadership du XXIe siècle, où en fait c'est le management par la confiance, le management par la liberté du comment des collaborateurs, pas de contrôle, zéro contrôle, uniquement des câlins, quoi. Hein. Les collaborateurs, ils mendient de la reconnaissance, on leur donne de l'information. Ils s'en foutent de l'information, ils veulent de la reconnaissance. Si. Le 9e commandement, c'est la façon dont on va aussi rendre compte aux parties prenantes. Et ça c'est vraiment très compliqué à mettre en place. Alors, la CSRD était l'antichambre de ce qu'on pense que demain, du système que demain on devrait adopter pour pouvoir rendre compte et être redevable à ces parties prenantes contractuelles et non contractuelles, mais de faire advenir le plus vite possible tout simplement la comptabilité multicapitaux, hein, il n'y a pas d'autre choix, pour préserver bien sûr les 3 capitaux indispensables à la pérennité d'une entreprise et à sa prospérité, sans croissance de flux physique carboné.
Capital humain, capital naturel, capital financier. Et il ne peut pas y avoir de porosité entre ces capitaux, c'est pas possible. Dire, attendez, l'entreprise gagne de l'argent, paye des impôts, donc bon, l'environnement, ça commence à bien faire, comme dirait l'autre. Non, ça, c'est pas possible. Il faut être dans une logique de soutenabilité forte, parce qu'on ne peut pas négocier avec le vivant. Le vivant, il s'impose à nous. Donc, si vous avez le 0,7 de Dieu ou le 0,6, peut-être que vous pouvez faire quelque chose, mais moi, je ne l'ai pas. Et je ne crois pas que vous l'ayez non plus. Donc il faut simplement respecter les règles du vivant, jouer avec, mais ne pas essayer de tricher, parce que le vivant aura toujours raison à la fin. Et enfin, le dernier commandement, c'est comment on va pouvoir expliquer aux Gen Acteurs, eh bien que si on veut qu'il y ait bascule, ben, il faut qu'il y ait enthousiasme, il faut qu'il y ait expérimentation. Donc on sait très bien que ça ne viendra pas par le haut, hein, des leaders éclairés qui nous expliqueraient tout ça, il n'y en a pas. Donc ça viendra par les territoires, ça viendra par le bas, une approche bottom-up. Et donc si on veut arriver à cette bascule, il faut qu'il y ait un maximum d'expérimentation qui fonctionne. Et pour ça, c'est un peu comme quand vous lancez une poignée de graines sur un terrain, toutes ne vont pas germer, mais certaines vont germer. Donc il faut qu'on en lance beaucoup de graines, parce que dès lors qu'on aura une masse critique de projets qui fonctionnent, eh bien là, par mimétisme, René Girard, par mimétisme, eh bien ça peut se déployer très rapidement. Donc il faut expérimenter, ça a été dit par mes charmantes voisines, il faut vraiment qu'on expérimente un maximum dans nos organisations, à côté des business écocides, qu'on fasse émerger des business à visée régénérative. Bien sûr, on va se moquer, bien sûr, on va dire, voilà, oui, c'est encore des trucs de bobo bohème, etc. On s'en fout. On s'en fout. On va tester, expérimenter, c'est ce que je fais moi-même, et je vous promets que dès lors qu'on a goûté à ça, parce que c'est difficile d'expliquer le goût des fraises, mais quand on y a goûté, on sait à quoi ça ressemble. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir sur des business linéaires après. Donc, grâce à la plateforme GenAct, on va mettre en avant, bien sûr, sur cette plateforme, dès lors qu'on aura plein d'exemples, on va mettre en avant tous ceux qui ont mis en place cette approche, même avec quelques petites imperfections, c'est pas grave, pour les valoriser, pour les reconnaître, pour donner envie à d'autres de s'y mettre, de manière à créer cette vague positive partout sur la planète. Voilà, c'est ça GenAct. Donc adhérez s'il vous plaît. Alors justement, surtout, restez bien à la fin. Il nous reste plus que 5 petites minutes déjà, mais on a un petit cadeau pour vous. Ne sortez pas votre carte bancaire, puisque l'adhésion pour vous, vous toutes et tous qui êtes là, sera gratuite, donc offerte par GenAct. Restez bien jusqu'à... Voilà, ben vous l'avez là qui s'affiche. Merci beaucoup, Marie. Avec ce code-là, vous rentrez ce code de gratuité et vous serez adhérent pour 1 an et vous ferez partie des tout premiers GenActeurs. On est ravis de vous compter tous. Attention, il y a une date de péremption. Cette offre est valable pendant 48 heures. Alors... Surtout, s'il vous plaît... Aidez-nous à recruter des GenActeurs partout. Hein. Plus on sera nombreux, plus on aura de moyens, plus on aura des contenus de qualité. Il y a déjà des super contenus. Hein. Franchement, vous allez voir, vous allez être gâtés. Et c'est trop bien. C'est comme un magasin de jouets pour ceux qui comprennent ce que c'est que le vivant. Donc c'est trop bien. Donc allez-y. Et dès qu'on aura, je vous promets que là, il n'y aura pas de distribution de dividendes. Hein. On va tout réinvestir dans la plateforme, de manière à ce que la plateforme soit toujours à jour et toujours avec des livrables toujours très pertinents. Et donc, on a besoin, bien sûr, d'avoir un maximum de GenActeurs. Donc, parlez-en autour de vous. N'importe qui peut adhérer. N'importe qui peut adhérer. Merci. Oui, et livrable, alors, un mot important qui concerne nos partenaires, parce qu'on a 17 partenaires absolument extraordinaires. Je crois qu'une des promesses de GenAct, c'est d'être agrégateur de la connaissance et du meilleur de ce qui est proposé aujourd'hui par toutes les initiatives existantes. GenAct, ça n'est pas en plus, c'est résolument avec tout l'écosystème existant. Et ces partenaires, je voudrais prendre le temps de les citer, il y aurait tellement à dire. C'est eux qui sont en train de travailler pour vous partager tous les communs qui vont vous faire monter en compétences sur les sujets du régénératif, qui vont vous aider à créer, vous donner des outils pour créer des comités locaux, et chacun est libre de pouvoir proposer de créer un comité local, de créer un groupe de travail. Alors la version que vous allez avoir jusqu'au 26 avril du site internet, ça n'est que la version
portail, la plateforme qui va vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités dans son intégralité arrivera le 26 avril. Je parle de nos partenaires, j'ai dit que je le faisais et je ne l'ai pas fait. Le C3D, évidemment, rappelons que c'est une initiative GenAct du C3D, c'est ça, son association sœur, en quelque sorte, la Convention des entreprises pour le climat. Un grand merci Éric Duverger, je ne sais pas s'il est avec nous, mais il était tout à l'heure en conférence, un de nos grands bienfaiteurs, avec une immense générosité. Le Regen Écosystème, qui est donc représenté par Agnès, qui est avec nous, avec qui nous sommes en train d'engager un très très gros travail de collaboration et de mise en commun aussi d'outils, de méthodes. Lumia, merci, également sponsor, on utilise le terme financier, pardon, mais c'est important, c'est aussi ces partenaires qui nous aident à trouver un vrai modèle économique et c'est malgré tout aussi un gage de pérennité. Lumia, Sator, deux gardiens de la connaissance du régénératif, le centre des jeunes dirigeants, un maillage territorial de PME et de TPE incroyable sur tout le territoire parce qu'on va aller sur les territoires. Merci à eux, les nouveaux géants, les collectifs qui font un boulot d'insider incroyable pour aller former les salariés dans l'entreprise. Zeil, merci Zeil qui fait un travail formidable, qui va continuer à le faire avec nous sur le régénératif, également sponsor. IF Initiative, incroyable plongée. Je peux dire un mot quand même sur IF Initiative, parce que je pense que vous ne savez pas trop ce que c'est qu'IF Initiative. C'est une initiative de Carbone 4, donc vous voyez de quoi je parlais. Et c'est franchement un outil extraordinaire. C'est quoi IF Initiative? Ça permet de faire... Bon, le modélisateur ne sera pas en ligne tout de suite parce que ce n'est pas terminé. Ça permet d'établir des plans d'affaires en fonction des limites planétaires. Vous avez bien entendu, les plans d'affaires par rapport aux limites planétaires. Donc, quand vous avez n'importe quel business, vous allez pouvoir convertir tous les flux physiques dont vous avez besoin pour votre business, toutes les matières premières dont vous avez besoin pour votre business. Vous appuyez sur Hunter et IF Initiative vous dira si ça passe ou si ça passe pas à l'horizon de 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. C'est un boulot de dingue qui a été fait par Carbone 4 dans ce domaine-là. Et c'est vraiment, vraiment une chance extraordinaire que nous les ayons comme partenaires pour GenAct. Et on les retrouvera tous, ces partenaires, le 26 avril. C'est eux qui viendront prendre la parole. La fresque du climat, Next, LinkedIn, grand partenaire aussi. Lefebvre Dalloz, sponsor. Merci Lefebvre Dalloz, The Week, les pépites vertes, Ticket for Change. Et pas le moindre, les shifters. On est en train d'engager une grande aventure avec commune aussi avec les shifters. Rendez-vous le 26 avril. On peut du coup repasser la slide. Ça passera au Grand Palais. 2 opportunités, Change Now, mais surtout le lancement de la Job Fair. GenAct, c'est pour monter en compétences. C'est pour transitionner aussi dans sa carrière. Les shifters ne sont pas les shifters et les GenActeurs ne sont pas des personnes en fonction de RSE. Donc, c'est tous les autres métiers qui nous intéressent beaucoup d'aller chercher et rencontrer. Petit test rapide avant de lancer la vidéo de clôture. Est-ce qu'il y a un candidat dans la salle? Je voudrais faire un test à Fabrice pour savoir s'il est capable de déceler en vous si vous êtes un futur GenActeur. Est-ce que quelqu'un veut bien jouer le jeu? Allez, normalement, si j'avais un micro, je serais descendue dans l'arène. Madame, c'est quoi ton métier? Oui. Allez, oui, à vous. Quel est votre métier? En transition. Ah, tu es ingénieur. Et donc, tu es ingénieur en quoi? Allumez votre micro. Ouais. Oui. J'ai été ingénieur en physique-chimie. Ouais. Voilà, et j'ai travaillé longtemps dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Ouais. Voilà. Alors, par rapport à ce que tu as entendu là, en quoi tu pourrais utiliser les principes du Regen pour changer ton métier du monde d'avant? Clairement, dans un projet entrepreneurial, clairement utiliser tous les outils, notamment celui dont vous venez de parler, pour penser un business model complètement différemment et intégrer dès le début tous ces sujets-là, en fait, dans la trajectoire du projet. Enfin, voilà, repenser d'une autre façon, en fait, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ok, parfait. Merci. Merci beaucoup.
On aurait voulu multiplier ces prises de contact avec vous. Malheureusement, le temps est trop compté et ici, il est très strict. Un grand, grand merci. Rejoignez-nous. Soyez nos futurs jeunes acteurs, jeunes actrices. On nous réclame déjà la féminisation. Et on vous quitte avec ces quelques images et on se retrouve tous le 26 avril et sur la plateforme de Genac. Merci beaucoup.